Je m'appelle Paul Sovol, j'ai 14 ans quand la guerre éclate. Et vous savez qu'à cette époque-là, 14 ans, pour moi c'était quelque chose, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas d'obligation pour les jeunes d'aller à l'école jusqu'à 18 ans comme aujourd'hui. Donc mon père m'appelle, me dit, voilà, maintenant tu as 14 ans, tu es un homme. Je dis, bah, s'il le dit, il faut croire que c'est vrai, mais il dit, voilà, maintenant tu vas aller travailler. Vous savez, je savais qu'on était d'origine juive, mais on n'était pas du tout religieux, on parlait français à la maison, donc qu'est-ce que vous voulez, pour moi ça n'avait aucune signification. Malheureusement, le 13 juin 44, en pleine nuit, la Gestapo entoure la petite maison où on est caché et elle arrête toute la famille parce qu'ils nous surveillaient, on avait été dénoncés. Ils sont arrivés à faire un train de wagons de marchandises et alors on a été sélectionnés pour partir, toute la famille. Alors on a été embarqués dans ces wagons, à 40 ou 50 par wagon, avec la petite valise, avec les quelques aliments qu'on avait, etc. Et puis, quand le train était chargé, ben, on était 700, je crois, ou 800, je ne sais plus, mais le train est parti. Et puis voilà, on a été transportés comme ça, comme des ballots, pendant 3 jours, 3 nuits, etc. C'est pas des trains prioritaires, donc on restait immobile pendant des heures, et puis on regardait par la lucarne, on voyait qu'on avait quitté la Belgique, quand on est rentré en Allemagne, puis qu'on était rentré en Pologne, mais on ne savait pas où on allait, puisqu'on ne nous avait pas prévenus. Aussitôt que les serrures ont été déverrouillées, là, on a ouvert les portes à glissière en grand, et là, nous avons été accueillis, mais entre guillemets, nous avons été accueillis par des cris, des hurlements et des aboiements. Raus, schnell. Schnell, schnell, los, raus, raus. Eh bien, raus, ça veut dire dehors. Autrement dit, on aurait pu nous dire sortez, descendez, sautez. Non, on nous dit dehors. Voilà le premier mot qu'on entend après 3 jours où on n'a pas dormi, pas mangé, tout. Dehors, allez, dehors, dehors. Et oui, on nous fait comprendre qu'on va laisser nos bagages, enfin ce qu'on avait apporté au pied de notre wagon, et on nous pousse en avant, on est comme un troupeau. Hein. Et quand tout le monde s'est eu délesté de ses affaires personnelles, à ce moment-là sont arrivés plusieurs SS, avec des espèces de matraques à la main, et ils ont commencé à séparer les hommes des femmes. Ils mettent les femmes à gauche, les hommes à droite. Ils font ça très vite. Hein. Ils poussent les femmes à gauche, les hommes à droite. Et là, j'ai vu les premières brutalités, parce que devant moi, il y avait un couple de monsieur, madame, avec ses petits-enfants. Le monsieur ne voulait pas quitter sa femme et ses enfants. Pour quelle raison? Parce qu'il devait rester en famille. Mais alors un SS est arrivé avec sa matraque, a commencé à le battre jusqu'au moment où il lâche prise, et puis il a rejeté vers les hommes en disant « mais tu les verras plus tard ». À sa droite, il y avait les camions qui attendaient, et à sa gauche, il avait déjà trié une douzaine de femmes. Alors on arrive à sa hauteur, bon, par chance, il parle un petit peu le français, un mauvais français qu'on comprend très bien, et avec brutalité, il nous dit « ceux qui sont fatigués, ils montent les camions. Ceux qui peuvent marcher, ici. » Et là, qu'on rejoigne les femmes qu'il avait déjà choisies. Ils ont mis à gauche les malades, les tout vieux, les tout jeunes. Mon jeune frère, qui avait 14 ans, a été mis à gauche. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Hein. Moi, je me suis dit en moi-même, moi, je ne suis pas fatiguée, moi, je marche. Probablement que j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Mais vous savez qu'en aucun cas, je pouvais imaginer que c'était une sélection, que mon sort se passait ce matin-là. Je me suis donc positionnée avec les femmes qu'il avait choisies sans qu'il me désigne. Et ce qui s'est passé, eh ben, c'est que comme il était tout seul, il était un peu débordé, il n'a pas remarqué que je n'avais que 14 ans. Et puis ils nous ont mis en rang par 3, et puis nous avons fait 300 ou 400 mètres. Et nous étions toujours en pleine nuit. Et on est arrivé dans un bâtiment, tout en longueur, comme ça, et puis... Dans une grande salle, on arrive. Qui nous attend? 3 SS. Il y a 3 SS qui sont là au garde à vous, et dès qu'on arrive dans la salle, ils commencent à hurler, en allemand et en français, il faut se déshabiller. Alors on s'est regardé, vous savez, pourquoi, pour quelle raison? Et alors, ils ont fait expliquer qu'on était tous tout nus,
qu'on allait procéder à une fouille, si on possédait quelque chose de quoi que ce soit de valeur, qu'on leur remette. Écoutez, pour nous, ça nous a paru inimaginable. Hein. On est resté absolument figé sur place. On a pensé que pour nous, c'était impensable de se déshabiller devant les soldats. Alors, tout le monde donnait ce qu'il avait. Moi, de toute façon, je n'avais pas grand-chose, je n'ai rien donné. Et comme on est en plein hiver, et qu'on arrive de France, on est en plein hiver, on avait tout un maillot de corps, un petit tricot. Bon, eh ben, arrivé au sous-vêtement, on s'arrête, on ne veut pas aller plus loin. À ce moment-là, les 3 SS se déchaînent complètement et commencent à hurler « Naquette, naquette, naquette !» Il fallait être complètement nu. Et puis on nous a fait tous baisser. Et un des dirigeants, les capots et tout ça, eh ben, ils nous ont mis le doigt dans l'anus pour voir si on avait caché quelque chose. Tout le monde y avait droit. Et si seulement quelqu'un se rebiffait, prenait des coups. D'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à distribuer des coups. Et ensuite, du fond de la salle arrivent plusieurs femmes. Elles ont chacune une tondeuse à la main. Sans explication, il avait une tondeuse. Il a commencé à me tondre les cheveux, la boule à zéro, et puis en dessous des bras, les poils de pubis, tous les poils du corps, quoi. Et on nous fait attendre un bout de temps, debout, rasé comme ça. Et puis hop, il m'a rejeté vers un autre de ces bagnards qui avait, lui, un seau, il avait une branche, il devait avoir un détergent dans ce seau, parce qu'on m'a passé ça partout, où on m'avait tourné. Et ensuite, au bout d'un moment, arrive un autre groupe de plusieurs femmes. Alors là, elles viennent, elles ont dans la main un petit encrier qui s'est avéré de l'encre de Chine. Et puis, très rapidement, il me marque ce numéro dans la chair de mon bras gauche. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et puis finalement, bon, on me rejette dans la pile des prisonniers, en courant, on passe devant d'autres bagnards qui ont derrière eux une pile de vêtements, ils prennent au hasard, et puis c'est comme ça qu'on me jette une veste, un pantalon, une chemise, un sous-vêtement, un caleçon, et puis pour finir, une sorte de béret. Et ensuite, en dernier lieu, on voit arriver de l'extérieur plusieurs femmes qui portent un tonneau et qui sont accompagnées d'une capot. C'est la soupe qui arrive. Alors il nous faut mettre en file très rapidement, l'un derrière l'autre. Et puis on voit arriver un autre avec des gamelles à moitié rouillées. Alors elle dépose le tonneau au milieu de la pièce et il y a la capot qui est la préposée qui est là. Elle soulève le couvercle du tonneau, écoutez, une odeur une odeur absolument infâme qui se dégage du tonneau. Je ne sais pas à quoi la soupe elle était, mais c'est une odeur horrible. Alors, ils comptent 5 prisonniers. Ils prennent une de ces gamelles dans laquelle ils mettent 2 louches de ce liquide brun chaud et ils nous le donnent. Une gamelle pour 5. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une bonne demi-journée, tout bascule dès le premier jour. Hein? Parce que quand vous arrivez par cette fameuse ouverture-là, descendez du train. Quand vous descendez des wagons, vous arrivez de France, vous arrivez de la liberté, il y a 15 jours qui est libre. Vous arrivez aussi de la civilisation, vous avez un nom, vous avez un prénom. Bon. Vous avez des cheveux, vous ressemblez à une jeune fille, vous ressemblez à une femme, vous êtes habillé correctement avec des vêtements normaux. Eh bien, quand on vous fait sortir par l'autre ouverture et qu'on va vous conduire dans les blocs qui vous sont, des blocs de quarantaine, eh bien, en une demi-journée, on a perdu toute identité parce que maintenant, à partir de maintenant, c'est terminé. On a perdu toute identité. Plus jamais, on va vous appeler ni par votre nom, ni par votre prénom. Vous devenez le numéro matricule qui a été qui a été tatoué sur le bras. Là, quand on est arrivé dans le bloc de quarantaine, et quand on a enfin entendu parler français, les femmes qui sont arrivées avec de la famille ont voulu savoir où était leur famille. Moi, je sais bien ce qu'on veut faire de nous, hein, puisqu'on nous a mis à droite, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les gens qu'ils ont mis à gauche? Ben, ils se sont évadés par la cheminée. On n'a pas compris ce que ça voulait dire. Écoutez, on les regarde complètement embêtés, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'elles nous disent. Parce que tout simplement, Birkenau, Auschwitz numéro 2 était le camp d'extermination totale.
Alors elles ont vu à notre air ahuri qu'on ne les croyait pas. Alors elles nous ont dit, mais vous voyez quand même bien là-bas les cheminées qui fument. Et c'est pour ça qu'il y avait une grande cheminée, enfin, et que c'était le slogan, enfin, voilà, tu t'évades par la cheminée. On avait aperçu effectivement assez loin, parce que nous on se trouve assez loin des chambres à gaz, là où on est. On avait aperçu de loin une cheminée qui fume. Mais qu'est-ce que c'était pour nous une cheminée qui fume? Ben, c'était une fabrique, c'était une usine. Comment imaginer, comment croire que ce sont les corps des gens qui sont arrivés le matin? Du côté des femmes notamment, ils ont fait la même chose. Donc ils ont mis à gauche les grands-mères, les mamans avec leurs petits bébés, avec leurs petites filles, tous les petits-enfants, etc. Et les malades, etc. Et puis on leur a dit, voilà, vous allez rentrer dans un camp, mais il y a le typhus. Et le typhus, c'est mortel. Et c'est pour ça que vous devez passer par une douche, c'est une désinfection. Alors vous voyez, là, il y a des camions avec la Croix-Rouge. Ceux qui ne savent pas marcher peuvent prendre le camion, autrement vous allez promener jusque dans le vestiaire. Et on les amenait dans un vestiaire. Effectivement, il y avait des crochets au mur avec des numéros, il y avait des bancs, etc. Et on leur dit, voilà, maintenant vous allez mettre vos vêtements au crochet. Mais vous devez vous souvenir du numéro. Bon. Et puis quand ils étaient tous venus, puis on les a amenés dans ce qui est la douche. Parce qu'il y avait des pommeaux de douche. Donc on met tout le groupe là-dedans, il y a des pommeaux de douche, et puis on ferme les portes. Et puis des pommeaux de douche, c'est pas de l'eau qui sort, c'est du gaz, du cyclone B. Et 20 minutes après, tous ceux qui sont rentrés dans ces soi-disant douches sont morts. Tous les jours, jour et nuit, on entendait les cris dans les chambres à gaz lorsqu'ils rentraient. Ça durait quelques minutes, le temps que tout le monde soit étouffé. Alors, voyez-vous, les portes s'ouvrent de l'autre côté. Et il y a un commando de prisonniers qui tire tous les cadavres dehors. Et parmi ces prisonniers, il y a des coiffeurs avec les tondeuses. Et ils coupent ils tondent les cheveux des femmes et des enfants, etc. Parce qu'il faut tout récupérer, hein, bien sûr. Et puis après ça, il y a des dentistes qui vont arracher toutes les dents en or. Parce qu'il faut récupérer tout ça, bien sûr. Et après ça, il y a des médecins qui examinent le corps des femmes, les parties génitales, pour voir s'il n'y a rien de caché, parce qu'il faut tout récupérer. Et puis après ça, il y a un monte-charge qui amène les cadavres à l'étage supérieur. Et là, il y a une batterie de 5 ou 6 fours où on embarque 5 personnes à la fois dans le four et on les brûle. Mais comme il n'y avait pas assez de fours crématoires pour brûler 25 000 personnes, je ne dis pas 2500 personnes, mais 25 000 personnes dans la journée, et les jeter dans les fosses, eh ben, j'ai assisté ça pendant un mois, tous les jours. Et puis même les cendres. On a récupéré aussi pour en faire de l'engrais. Et c'est comme ça, voyez-vous, qu'on récupère absolument tout de l'être humain. Maintenant, je vais terminer en vous donnant l'historique de mon transport. Je vous ai dit qu'il y avait un très très grand train à Bobigny. Eh bien oui, j'ai fait partie d'un transport de 1500 personnes. Il y a eu peu de transports aussi grands. Alors, sur les 1500 personnes qui sont arrivées le 13 février 1944 à Auschwitz, 210 hommes ont été requis pour le travail, sont donc rentrés dans le camp, et 61 femmes, dont j'ai fait partie par miracle. Hein. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 1229 personnes qui ont été dirigées dans les camions, du côté des femmes et du côté des hommes, ont été gazés le jour même. Et maintenant, à la libération, au retour, sur 1500 personnes, combien ont survécu? 59. 32 femmes, 27 hommes.